avec 36 personnes. Je vais juste laisser ça comme ça. Excusez. Me voilà. Excusez-moi, j'ai pesé sur le mauvais bouton. Je vais juste partager mon écran. Voilà. Fait que tout le monde voit. Excusez-moi, je vous redis bonjour. Donc, on a atteint le 40 personnes. Fait que, donc, bonjour à tous. Je me présente. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous me faites signe? Excusez. Juste me faire signe. Vous ne me voyez pas? Excusez. Je recommence. Je pense que oui. Et vous m'entendez? Parfait. Voilà. Oui, c'était beau. C'est Oui. bien gentil, merci. Excusez-moi, j'ai fait un petit mauvais move. Donc, je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Stéphane Roy, arpenteur géomètre. Donc, la firme, c'est le groupe SR. Si vous voyez sur la fiche présentement qui est indiquée, vous allez voir en bas le nom des arpenteurs géomètres. Vous allez remarquer qu'on est rendu 8 arpenteurs géomètres. Il y en a 2 nouveaux qui viennent de se joindre à nous depuis septembre. Ils ont été assermentés au mois de septembre. Donc, on est bien content que notre firme, présentement, on a 8 arpenteurs géomètres, autant plus âgés, on va dire, et les plus jeunes là, qui rentrent dans la firme tranquillement pas vite. Donc, aujourd'hui, avec Charisma et pour les courtiers, je vous dirais, c'est surtout les courtiers qui travaillent à Laval. Il va y avoir une influence sur les autres courtiers qui travaillent dans d'autres secteurs, mais le contenu aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui travaillent à Laval et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vous souhaite la bienvenue à la formation. J'aimerais remercier Sandy et Katia pour m'avoir invité à faire cette présentation avec vous. Donc, je vais débuter. De la manière que je vois ça, c'est certain que si on est, là, je le vois là, ici, on est 41 participants. Je ne vois pas tous les 41 participants. Si vous avez une question qui pourrait toucher, peut-être l'indiquer sur une feuille. Et puis, la présentation va durer peut-être 20 minutes, plus ou moins, dépendant de la vitesse que je vais aller. Et après ça, on va pouvoir revenir sur les sujets que vous voulez discuter. Ça va me faire plaisir. J'ai 1 heure devant moi. J'ai aucun problème. Je peux avoir tout le temps pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin. Mais par après la présentation, sans ça, on va se perdre. Puis avec 40 personnes, je ne vous vois pas. Fait que si j'étais en bureau directement, je verrais les visages des gens, mais là, je ne vous vois pas. Fait qu'on va pouvoir poser les questions par après. Si vous n'avez aucun problème avec ça, ça va me faire plaisir. D'accord? Donc, je vais essayer d'y aller lentement en même temps. Donc, le certificat de localisation. Tout le monde connaît le certificat de localisation. Vous voyez, voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, pourquoi un certificat de localisation? On va faire juste un petit résumé du pourquoi, du comment, parce que l'impact du pourquoi un certificat de localisation va avoir un impact sur qu'est-ce que je vais dire par après. Donc, on va parler plus spécifiquement du certificat de localisation pour la ville de Laval. Ça peut toucher d'autres municipalités parce que s'il y a des changements dans chacune des municipalités, ça vient indirectement impliquer le certificat de localisation. Donc, vu qu'il y en a eu un changement majeur à la ville de Laval, je vais vous expliquer le pourquoi et c'est quoi exactement les changements. Donc, autant sur le plan, sur le rapport, tout ce qui est le contenu du certificat de localisation, et toute la nouvelle réglementation concernant la nouvelle réglementation Laval qu'on appelle maintenant le CDU. Avant, on parlait toujours du L2000, le règlement L2000 qui datait de 1970. Maintenant, c'est le CDU que je vais vous expliquer. Et en conclusion, je vais tout vous voir avec vous qu'est-ce qu'on en conclut et il va y avoir la période de questions par après. D'accord? Donc, pourquoi un certificat de localisation? Souvent, puis autant les courtiers que, bon, les notaires, ils savent un peu plus, mais des fois même le particulier. Vous êtes courtier, il faut vous expliquer au particulier qui, lui, n'est pas habitué dans ce contexte-là. Donc,
vous, comme courtier, vous êtes un peu son représentant, son mandataire, donc vous devez avoir l'information avec vous. Donc, pourquoi un certificat de localisation? C'est que vous êtes mandaté pour pouvoir vendre la propriété et pour faire la transaction immobilière, c'est certain que le certificat de localisation doit refléter l'état actuel de la propriété. Donc, les gens me demandent, est-ce que mon certificat est à jour? Je l'ai fait faire il y a 2 ans, je l'ai fait faire il y a 3 ans. Est-ce qu'il est toujours conforme? Est-ce que le document représente vraiment l'état de la propriété? Donc, si vous voyez sur le texte qui est écrit, les 2, 3 dernières lignes, excuse-moi. Donc, on a un rapport, on a un plan dans lequel l'arpenteur géomètre exprime son opinion sur la situation et la condition actuelle d'une propriété. Ça, c'est par rapport au titre, au cadastre, à l'occupation. Ça, c'est c'est les éléments physiques qu'on connaît. Donc, l'occupation, le cadastre, le numéro de lot, les titres, bon, vous avez le vendeur, ça, c'est son titre de propriété. Mais ainsi qu'aux lois et règlements pouvant l'affecter. Donc, c'est là l'élément important. Les lois, ça n'a pas changé. Le Code civil est toujours le même. Mais la réglementation, chaque municipalité a sa réglementation. Et dans notre cas qui nous intéresse, c'est vraiment la municipalité de Laval où la réglementation a été modifiée, a été changée. Donc, c'est quoi l'impact? C'est l'impact que vous avez un certificat qui date du 1er janvier 2022. Vous allez me dire, il y a 1 an et demi, il n'y a rien qui a changé visuellement, mais la réglementation a tout changé. Donc, les règlements ont affecté la propriété, donc affectent la propriété. Le certificat, malheureusement, même s'il y a 1 an, 1 an et demi, il est désuet parce qu'il ne représente pas l'état actuel de la propriété. Et je vous parle juste concernant la réglementation. D'accord? Je vous reviens, on va parler un peu plus de ça dans les prochaines vidéos. Donc, pourquoi un certificat de localisation? Vous en avez besoin pour la transaction immobilière, pour protéger le vendeur, c'est correct. Souvent, vous allez représenter le vendeur, puis pour protéger aussi l'acheteur. Donc, celui qui achète, il veut acheter, il veut être certain qu'il n'y aura pas de problématique. C'est certain que vous allez voir avec la nouvelle réglementation, on va se retrouver avec des éléments qui étaient conformes lors de la construction, qui aujourd'hui, on arrive avec des éléments non conformes. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? C'est un peu l'impact que ça donne la nouvelle réglementation municipale. On est à des endroits où on va être plus exigeant concernant les marges à respecter, autant pour la bâtisse qu'autant pour les éléments physiques comme la remise. Des fois, on est moins exigeant comme la piscine creusée, on est moins exigeant maintenant. Donc, ça, je vais vous expliquer ça dans les prochains diapos. Donc, voilà. Le certificat de localisation, donc celui qui, on va parler, on va s'attarder, je veux dire, à celui de la ville de Laval. On appelle le Code de l'urbanisme. Donc, le Code de l'urbanisme, en parenthèse, CDU, de la ville de Laval, c'est l'outil légal, tout ce qui est réglementé va être dans ce Code d'urbanisme-là. Présentement, c'est le CDU 1, parce que c'est la première version. Donc, on va déterminer sur le territoire tout ce qui doit être, toutes les marges à respecter, autant pour la bâtisse que tous les éléments autour, la piscine, la remise, le chauffe-piscine, le compresseur, les réservoirs de propane. Donc, tout est réglementé maintenant. Donc, c'est dans le CDU que tout a été mis en œuvre pour vous montrer qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui n'est pas légal et quelles sont les marges à respecter pour que ça soit conforme. D'accord? Conforme, ça fait peur un peu parce qu'on veut toujours que tous les éléments soient conformes. Parce que si on arrive avec des éléments non conformes, on arrive devant un notaire ou devant une transaction immobilière, on fait quoi avec les éléments qui sont non conformes? Donc, ça va être le travail qui va être à faire pour savoir si tous nos éléments sont conformes. Donc, ce qui est important, c'est que le CDU1 a été adopté au conseil municipal le 12 juillet 2022 et il est en vigueur, ça c'est la date à noter, le 11 novembre 2022. Fait que bientôt, ça va faire 1 an. Donc, un certificat préparé avant le 11 novembre 2022, si vous voulez protéger votre client autant vendeur qu'acheteur, je vous dirais qu'il est plus conforme à la réglementation. De toute façon, si vous avez un certificat qui date, je reviens toujours à l'exemple, du 1er janvier 2022,
On va parler d'une autre réglementation, on va parler d'un autre zonage pour la propriété. Donc, on ne parle plus des mêmes éléments qu'à partir du 11 novembre 2022, on est complètement dans un autre monde et on a des nouvelles réglementations, des nouveaux zonages et des nouvelles normes à respecter. Donc, est-ce que le certificat se doit de représenter la réalité présente? On va dire oui, parce que la réalité, c'est pas juste dire les éléments physiques extérieurs, le plan représente vraiment, il n'y a rien qui a bougé depuis 5 ans, je vous l'accorde. Mais un certificat de localisation, c'est pas juste les éléments physiques, on parle de la réglementation. Donc, s'il est périmé, il ne répond plus à vos besoins, il peut être une source de confusion d'erreur. Vous vous protégez, le notaire, inquiétez-vous pas, il veut se protéger, ça c'est certain. Mais l'important, vous représentez l'acheteur ou le vendeur, il faut vous protéger votre personne qui vous mandate, le propriétaire ou l'acheteur qui vous mandate. D'accord? Donc, on va faire le tour du code de l'urbanisme et je vais vous expliquer les changements majeurs. Donc, dans le rapport, comme tel, j'ai mis un élément en jaune en bas, donc on va revenir, mais les autres éléments sont toujours présents. Dans le rapport, on a la désignation cadastrale, ça veut dire le numéro de lot. On a la concordance. Est-ce que les mesures concordent avec ce que le gouvernement nous a donné comme mesures sur le terrain? Donc, l'arpenteur doit vérifier si le terrain y est dessus. Est-ce que le propriétaire occupe plus grand ou plus petit que son terrain? Est-ce qu'il y a des problématiques? Est-ce qu'il y a des empiètements? Ça, on va l'indiquer également. Donc, les servitudes, est-ce qu'on a des droits de vue? Est-ce qu'on a des droits de passage? Est-ce qu'il y a des servitudes existantes ou des servitudes qui pourraient être créées? Donc, ça va être mentionné également. Est-ce qu'il y a des charges? Donc, les fils électriques. Est-ce qu'il y a souvent des fils électriques qui n'ont pas de servitude créée? Donc, on appelle ça une charge. Donc, ça, c'est mentionné. Donc, le dernier paragraphe qui est en jaune, est-ce que la propriété, la conformité des lieux par rapport à la réglementation municipale en vigueur? Je répète, c'est vraiment la réglementation en vigueur. Aujourd'hui, quand je vais parler de conformité, je vais toujours parler de la réglementation qui est effective à partir du 11 novembre 2022. Je vais toujours vous dire la maison est conforme ou pas conforme au règlement actuel. La remise est conforme ou non conforme au règlement actuel. Donc, c'est vraiment important. Si vous me dites, oui, Stéphane, la bâtisse a été construite en 1975, je suis d'accord avec vous. Donc, on va y revenir plus tard. Mais je dois, le premier réflexe que j'ai et la première information que je dois vous donner, c'est par rapport à la nouvelle réglementation. Est-ce que je suis conforme ou non? Donc, par rapport au Code civil, ça n'a pas changé. Les lois de protection du territoire, ça n'a pas changé. Les lois sur les biens culturels, ça n'a pas changé. Mais ce qui est important, c'est vraiment la réglementation municipale. D'accord? Donc, on fait le contenu. Pour ce qui est du plan, il n'y a pas d'élément qui va changer tel que sur le plan va apparaître le zonage. Donc, le type de zonage va être indiqué sur le plan. Ça change par rapport à l'ancien zonage, mais pour vous, ça donne une indication du zonage qui est déjà marqué dans le rapport. Et ce zonage-là, vous pouvez le trouver également sur le site de la Ville de Laval pour vous donner l'information, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sur une propriété. Ça peut être important, ça peut être intéressant si vous faites un certificat de localisation sur un lot vacant. Donc, l'arpenteur géomètre qui va confectionner le certificat de localisation va vous marquer le type de zonage pour le lot vacant qui va vous permettre de savoir ou de vous référer à la réglementation municipale, ce que vous pouvez faire ou ce que vous ne pouvez pas faire sur ce terrain que vous voulez vendre ou que vous voulez acheter. Donc, votre client veut vendre ou acheter. Donc, qu'est-ce que je peux faire sur la propriété? Je vous dis sincèrement, il y a eu beaucoup de changements par rapport à l'ancien règlement. Souvent, ça pouvais être un unifamilial que j'avais pas le droit de construire simplement une propriété avec un logement. Et maintenant, il y a beaucoup d'endroits que je peux construire 2 logements, 3 logements. Donc, c'est un peu à l'avantage des gens qui ont un terrain vacant et qui voulaient peut-être construire plus qu'un logement. Fait que ça peut être intéressant. Donc, sur le plan, vous allez voir le type de zonage attaché au terrain qu'on fait l'arpentage. D'accord? Donc, tout est indiqué sur le plan, comme d'habitude, avec les maisons, les cabanons, les remises, les piscines, les haies, s'il y en a. Donc, tous les éléments sont inscrits. OK? Donc, nous, on passe, comme j'ai toujours dit, on va montrer les éléments qui vont être présents lors de notre visite sur le terrain. Si j'arrive sur le terrain et qu'il y a un SPA, je dois mettre sur mon certificat de localisation le SPA.
Si vous me dites, oui, Stéphane, l'arpenteur, moi ou un autre arpenteur, vous lui dites que le spa ne sera pas inclus dans la vente, donc, s'il vous plaît, ne pas le mettre sur le certificat de localisation. Malheureusement, c'est une image que je prends, une photo que je prends lorsque je fais la visite des lieux. Donc, advenant le fait que vous ne voulez pas mettre le spa sur le terrain, avant notre visite, je vous dirais tout simplement, vous enlevez le spa et là, on fait le certificat de localisation avec aucun spa. Je donne l'exemple du spa parce que ça revient assez souvent que les gens disent, moi, je pars avec le spa, donc je ne veux pas qu'il apparaisse sur le certificat de localisation. Donc, quand je confectionne le certificat de localisation, j'arrive sur les lieux, mon équipe visite les lieux, ils prennent les photos. Moi, tout ce que je vois sur le terrain, je dois le mettre sur le certificat. Et ce qui n'existe pas, je ne peux pas le mettre non plus sur le certificat. Donc, je ne peux pas mettre un spa à venir ou une remise à venir ou ainsi de suite. D'accord? On pourra en revenir dans les questions qui vont suivre. Donc, tout ce qui découle du nouveau règlement CDU de la Ville de Laval, on va parler beaucoup des conformités de la position des structures. Donc, structure, on va parler bâtisse, bâtiments, les dépendances étant les remises, les piscines, donc tous les éléments qui sont sur la propriété qui ne sont pas la maison ou la bâtisse. Donc, on va parler, je dois vérifier la conformité, comme je vous disais, et le cas échéant, la non-conformité. Parce qu'un élément qui peut être conforme en 1975 est possiblement non conforme aujourd'hui. Je vais vous en montrer un exemple tantôt. Mais ça ne veut pas dire que c'est non conforme à la marge exigée aujourd'hui, mais la bâtisse, je vais vous dire entre parenthèses, bénéficie d'un droit acquis. Il y a une réglementation qui va l'indiquer. Mais ce n'est pas l'arpenteur qui va vous l'indiquer. Je vais vous revenir là-dessus par rapport à ça. Donc, par rapport au type de zonage, le type de zonage va donner les informations sur chacune des propriétés. Et lorsqu'on va préparer le certificat de localisation, l'arpenteur va indiquer, comme je vous dis, s'il y a une conformité ou une non-conformité. Donc, dans le cas où il y a une non-conformité, l'arpenteur ne peut se prononcer sur. Donc, c'est vraiment important. Ce n'est pas Stéphane Roy qui ne se prononce pas dessus. C'est tous les arpenteurs géomètres ne peuvent se prononcer sur l'existence d'un droit acquis. On peut dire que le règlement se réfère à la bâtisse a été construite en telle date, donc il pourrait se référer à tel règlement et que ce règlement-là exigeait, exemple, 1,22 m pour la marge latérale, donc il était possiblement conforme à la réglementation lors de sa construction. Mais jamais l'arpenteur géomètre va dire, donc vous étiez conforme au règlement, donc vous avez un droit acquis. Donc, il ne faut pas le formuler dans ce sens-là. Pour vous, vous allez me poser la question, comment je fais pour savoir si c'est conforme, s'il y a un droit acquis? C'est certain qu'il y a un travail particulier qui va être fait de la part soit du courtier ou soit des clients qui veulent vendre la propriété auprès directement de la Ville de Laval. On connaît les règlements, mais on ne peut pas donner l'existence d'un droit acquis. Les mêmes choses, excusez, pour avoir une dérogation mineure au cas où on serait non conforme et même quand on l'a construit, la bâtisse, on était déjà peut-être non conforme. Fait que si vous me demandez, Stéphane, est-ce que tu penses que je vais avoir la chance d'obtenir une dérogation mineure, je ne peux pas me prononcer sur la possibilité ou la chance d'obtenir la dérogation mineure. Fait que c'est deux points importants. L'arpenteur est là pour se prononcer sur la conformité et la non-conformité, mais on ne peut pas se prononcer sur un droit acquis ou une possibilité d'avoir une dérogation mineure. D'accord? Je suis certain que je vais avoir beaucoup de questions après, là, dans la période des questions sur cet élément-là. Ça, c'est certain, je vous reviens là-dessus. Donc, je vais juste revirer mon petit... parce qu'on est rendu dans l'autre sens, je vais l'agrandir aussi pour vous, là. OK, quand je parlais de droit acquis, on parle ici dans la disposition du nouveau règlement. Vous voyez vraiment la section 1, le 205, je l'ai mis en jaune. On a vraiment marqué ça, c'est le règlement de la Ville de Laval. C'est le nouveau règlement qui explique vraiment la situation. Donc, une construction dérogatoire est protégée par le droit acquis conformément à ce chapitre si, au cours de son existence, elle a déjà été conforme. C'est certain qu'une propriété qui n'a jamais été conforme, on ne peut pas parler que
on va avoir il ne sera pas protégé par un droit acquis. Donc, elle était conforme à la réglementation d'urbanisme alors en vigueur ou si elle a été construite avant l'entrée en vigueur d'une réglementation d'urbanisme réagissant des constructions et si elle n'a pas perdu son droit acquis depuis. Donc, ça veut dire si j'ai une vieille bâtisse 1840, il n'y avait pas de règlement dans le temps, bien, effectivement, la bâtisse, on se le dit tout de suite, là, ce texte explique qui est protégé par un droit acquis si la propriété n'a pas été modifiée. Donc, ça, c'est en ce qui concerne la réglementation municipale qui parle du droit acquis. Je vous reviens là-dessus, je change de diapo. Donc, on parle des bâtiments accessoires, d'un aire de bâtiment. Donc, on va tout revenir avec la section 3. Je vais les passer un par un tantôt, là. Donc, on va parler de tous les bâtiments accessoires, que ce soit la véranda, solarium, piscine, remise. Je change de diapo et je vous reviens sur le premier. Je m'en viens. Voilà. Donc, les remises et cabanons. J'ai pris qu'est-ce qui est intéressant avec le nouveau règlement de la Ville de Laval, c'est pour chaque élément, vous avez une fiche, comme vous la voyez, exactement comme ça. Tous ces éléments-là que vous voyez présentement, c'est pas exclusif à l'arpentage au maître, c'est pas exclusif au notaire, c'est pas exclusif à personne. C'est public. Vous allez pouvoir aller sur le site directement de la Ville de Laval. Vous allez vous marquer Code de l'urbanisme et toute la réglementation est ouverte à tous les gens qui veulent aller voir c'est quoi la réglementation. Et que moi, je vous en ai fait un résumé des éléments, les principaux éléments. Puis, je vais vous expliquer un petit peu avant, après. Vous allez voir un peu pourquoi l'impact. J'ai mis en jaune là, les éléments remises. Et si vous voyez en jaune un petit peu plus bas, c'est marqué les marges avant secondaire, latérales et arrière. C'est les éléments qui sont en jaune, là, qui est le point B, C et D. Puis pourquoi je l'ai mis en jaune? Parce qu'une remise antérieurement au règlement, au nouveau règlement, on avait le droit de mettre une remise à la latérale 0. Donc, on avait le droit de mettre la remise sur la ligne de propriété et on devait juste s'assurer que le toit ne surplombe pas chez le voisin ou il n'y avait aucun égouttement chez le voisin. Mais on pouvait la mettre à 0. Maintenant, quand vous regardez la réglementation, la remise doit être obligatoirement à 0,6 mètres des lignes de propriété. Et si on est sur un coin de rue qu'on appelle la marge avant secondaire, ça c'est sur un coin de rue, la remise doit être à 3 mètres de la ligne de propriété. Ça change beaucoup. Donc, je vous dirais une fois sur deux, ma remise aujourd'hui n'est plus conforme. Mais ça ne veut pas dire que demain matin, on demande au client de déplacer sa remise parce que quand il l'a installée, elle était conforme possiblement. Là, je vous dis ça sur toute réserve. Fait qu'il faut faire attention. Fait que vous allez probablement voir que la remise n'est pas conforme à la réglementation actuelle et on va expliquer le pourquoi. D'accord? Fait que vous allez voir sur chacun des éléments qui vont suivre, vous allez avoir la même information, vous allez avoir les mêmes marges à respecter, tous les éléments vont être indiqués. Fait que je descends, je m'en vais. La piscine et le spa. Donc, ils ont la même réglementation, la même chose. Marge secondaire étant sur un coin de rue, donc il faut être à 3 mètres. Ça n'a pas vraiment changé. Les marges latérales. L'ancien règlement, on parlait d'une piscine hors terre. On devait être à 0,6 mètres des limites de propriété et on devait être à 1,22 m pour les piscines creusées. Maintenant, les piscines, que ce soit creusées ou hors terre, ils ont tous mis ça aux mêmes marges. Donc maintenant, autant la marge arrière que la marge latérale, on doit se situer à 1 mètre des limites de propriété. D'accord? Vous voyez, l'information, elle a changé un petit peu. Ça aide les piscines creusées, mais pour les piscines hors terre qui étaient près des lignes, on les éloigne. C'est une question de protection. Donc, c'est maintenant rendu à 1 mètre des limites de propriété. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits changements par rapport à ce qui avait été construit. Ça va être indiqué dans le certificat. Concernant également les pergolas, les pavillons de jardin. Il n'y avait pas vraiment de réglementation. Maintenant, vous voyez la réglementation. Fait que sur le côté de la rue, 1,22 m. Puis que ce soit la marge arrière ou la marge latérale,
des voisins, donc un voisin arrière ou un voisin de côté, on est à 0,6 mètres. D'accord? Je descends. Donc, les équipements accessoires à une piscine et un spa. Donc, on parle tout ce qui est du chauffe-piscine, du chauffe-eau, du compresseur, du filtreur. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments présentement qui sont non conformes parce qu'on n'est pas situé à 1 mètre des limites de propriété. Ça, encore là, c'est pour éviter que les gens embarquent sur ces éléments-là et qu'ils se retrouvent dans la piscine. C'est toujours une question de protection et protection pour les enfants, on s'entend. Fait que c'est les marges maintenant à respecter. L'ancien règlement n'avait pas de marge vraiment à respecter. Donc, c'est vraiment maintenant établi en ayant des distances définitives. Vous avez la même chose pour les abris d'auto. C'est pas un garage, mais c'est un abri d'auto. Donc, ça n'a pas trop changé. On est à 0,6 mètres des limites de propriété. C'était déjà réglementé. Les serres qui étaient plus ou moins réglementées, maintenant, c'est la même chose. Donc, c'est à 0,6 mètres des limites de propriété aussi, vous les voyez. J'ai pris les éléments qu'on voit le plus souvent sur les terrains. Les pavillons de bain, ça, c'est les abris pour les piscines, les spas. Souvent, les gens ont un spa, puis ils mettent un abri par-dessus le spa. Donc, un peu comme une pergola, on doit être à 0,6 mètres des limites de propriété. Donc, on ne peut pas être collé sur une limite de propriété pour protéger ou en tout cas pour avoir accès à notre spa à longueur d'année, 12 mois par année. Il faut faire attention. Donc, c'est quoi l'impact que ça donne? Je vous montre un certificat de localisation que j'ai fait. Dernièrement, j'ai fait en septembre 2023, fait que ça fait pas longtemps. Vous voyez, je reviens, c'est la rue Gaspard, on est à Fabreville. Vous avez une marge de 1,22 m. Je l'ai mis en rouge sur la marge latérale. Là, vous le voyez bien, là, je l'ai mis dans un cadre rouge. Et le cadre rouge démontre la marge latérale 1,22 m qui, lors de la construction de la bâtisse, était conforme, c'était la marge minimum. Aujourd'hui, je vais juste descendre ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Là, je vais dans le milieu de l'écran. Vous allez voir la zone qui s'appelle maintenant le T3.3-226, excuse-moi. Donc, T3.3-2016, c'est maintenant la nouvelle zone. Okay? L'impact que ça donne, vous voyez, sur le certificat, si vous pouvez voir là, tous les éléments, la remise, l'abri, le filtreur qui est près de la piscine, tous les aimants maintenant, ils ont une distance à la ligne de propriété pour avoir l'information dans le certificat de localisation, dans le rapport, savoir si tout est conforme ou s'il y a une non-conformité. Je vais descendre dans le rapport, je vais vous montrer l'impact que ça donne Je vais aller au paragraphe de la réglementation. Vous allez reculer. Ah, c'est quelqu'un qui s'en vient parker ici. Là. Moi seulement 5 minutes à la pharmacie. OK. Bon, c'est bon. Fermez, s'il vous plaît, votre micro. Donc, je vous reviens sur la partie qui est en jaune. Si vous pouvez lire avec moi, selon la réglementation consultée de notre étude, la position de la maison, de la piscine, de la remise par rapport à la limite de propriété, il y a une non-conformité parce que la marge de la maison, la marge de recul latérale minimale de 1,5 n'est pas respectée. Ça, c'est simplement pour la maison. Le reste, c'est respecté. Donc, ça, c'est bien. Ce que j'écris, cependant, selon le rôle d'évaluation de la Ville de Laval, l'année apparente de la construction de ce bâtiment est de 1973 et est antérieure au règlement en vigueur. Donc, on parle toujours du règlement en vigueur, le règlement CDU1. Donc, on indique qu'une construction dérogatoire est protégée par droit acquis conformément à ce chapitre si au cours de son existence. Donc, c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Elle a été construite avant l'entrée en vigueur du règlement actuel et qu'elle était conforme lors de sa construction. Donc, juste le dernier paragraphe, j'ai marqué toutefois, au moment de la construction de la maison, soit en 1973, le règlement L2000 était alors en vigueur et exigeait une distance seulement de 1,22 m entre la maison et la limite de propriété, ce qui était conforme à cette réglementation. Dans le fond, je ne vais pas vous dire que la propriété bénéficie d'un droit acquis, mais j'essaie de vous donner de l'information que lorsqu'elle a été construite, la maison, le règlement, c'était 1,22 m
qui permettait d'avoir la conformité à cette réglementation-là. Donc, pour vous, ça va vous pas protéger, mais ça va vous aider lorsqu'on va arriver chez le notaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'élément qu'aujourd'hui on mentionne qui est non conforme à la réglementation. Mais je viens de vous dire qu'en 73, le règlement, c'était 1,22 m et la propriété, présentement, on est à 1,22 m. Fait qu'on était conforme au règlement si la propriété n'a pas été modifiée. Donc, il n'y a aucune information dans le texte comme quoi je vais vous dire que la propriété bénéficie du droit acquis. Je n'ai pas le droit de le faire et puis jamais je vais indiquer ça dans un certificat de localisation. D'accord? Fait que c'est l'élément important dans tout certificat de localisation de tous les arpenteurs géomètres. Allez voir le paragraphe règlement de zonage, voir s'il y a des conformités ou non et vérifier avec eux s'il y a des choses qui se passent par rapport au nouveau règlement versus l'ancien règlement. Ça, c'est pour ce qui est de mon document que j'ai fait. Je viens ici dans les zones inondables et je vous montre une carte qui est encore sur le site de la ville de Laval. C'est encore public. Vous, pour vous protéger, il y a souvent des gens qui vont me demander est-ce que je suis en zone inondable ou non. Vous pouvez aller directement sur le site de la ville de Laval, code de l'urbanisme. Vous allez cliquer accès, vous allez voir, vous rentrez le numéro de l'eau ou l'adresse de votre propriété et vous allez avoir accès à toutes les cartes montrant que si vous êtes en zone inondable, ça peut être intéressant pour des fois savoir une information rapide avec votre client. Vous voulez savoir est-ce que la propriété est touchée ou non par les cours d'eau, les zones inondables. Donc, maintenant, dans le certificat de localisation, je dois vous mentionner, j'ai toujours mentionné si on a des zones inondables, mais on devait aller sur le terrain, puis prendre le niveau du terrain et vous donner l'information par rapport aux cotes de crue qu'on appelle, les cotes de 2 ans, 20 ans, 100 ans pour ceux qui sont habitués. Maintenant, c'est des cotes de crue qu'on appelle faible courant et grand courant. Ça fait beaucoup de termes, mais les termes ont changé depuis début de l'année passée, depuis 2022. Fait que nous, comme arpenteurs géomètres, on doit se prononcer si notre propriété est affectée par les zones inondables, faible courant et grand courant. Et dans la réglementation municipale de la ville de Laval, si vous regardez sur la carte que je vous ai envoyée, vous voyez un trait bleu qui traverse la carte. Et ce qui est à gauche du trait bleu, vous avez des pointillés, des pointes. Donc, c'est tous des points. C'est un genre de corridor qui est à la gauche. On appelle ça un corridor riverain. Donc, la municipalité va délimiter à une distance de la rive un corridor et il va y avoir des spécifications pour soit une construction ou pour un agrandissement d'une propriété. Il va y avoir des spécifications vraiment pour ceux qui sont impliqués dans le corridor riverain. Donc, le certificat de localisation va mentionner cette information-là, que la propriété elle est située en tout et en partie ou en partiellement ou pas du tout dans le corridor riverain. Ça aussi, vous allez avoir des questions par après, ça va me faire plaisir. C'est un des points importants maintenant dans le certificat de localisation, c'est des éléments qui n'existaient pas avant la réglementation. Donc, c'est nouveau dans le CDU1, dans le nouveau règlement de la Ville de Laval, le corridor riverain. Donc, ça, il va être indiqué dans les certificats de localisation pour ceux qui sont près ou à une certaine distance des cours d'eau. D'accord? Ça fait pas mal le tour. Je vous reviens avec mon affichage. Voilà. Je vais diminuer. En conclusion, comme je vous ai dit que le certificat de localisation, c'est une inspection foncière. Je fais le constat de voir s'il y a des problématiques existantes ou potentielles sur le terrain. Moi, je vous donne de l'information pour bien éclairer votre client, autant acheteur que vendeur. Je pense que c'est vraiment important, ce document-là. J'ai rien contre l'assurance titre. Là. Je vais faire un parallèle parce que l'assurance titre va protéger d'une certaine façon, mais elle ne va pas vous indiquer s'il y a une problématique sur le terrain. Donc, le certificat de localisation est peut-être un complément à l'assurance titre et peut-être pas vice-versa. Il faut faire juste attention. Le certificat de localisation, on n'est pas là pour résoudre des incertitudes potentielles. On ne donne pas d'opinion juridique. On ne donne pas l'information de droit juridique. Je ne suis pas juriste.
un notaire, un avocat va donner l'information d'un juriste, mais moi, je ne suis pas juriste. Donc, lorsqu'on fait un certificat de localisation, et ça aussi, vous allez avoir des questions que vous allez me poser, le certificat de localisation ne détermine pas les lignes de propriété de façon irrévocable. Donc, on donne notre opinion sur la ligne de propriété, mais un confrère peut donner une autre opinion. C'est vraiment une question d'opinion. Il faut faire attention. Donc, lorsque je prépare un certificat de localisation, je suis soumis à de nombreuses obligations juridiques. J'ai un code de déontologie, donc je dois respecter à 100% qu'est-ce qu'on me demande de faire. Je dois respecter ici toute la réglementation municipale en tout point. Et donc, je dois donner l'exactitude des faits que j'ai constatés sur le terrain. Comme je vous ai dit tantôt, ce que je constate sur le terrain, c'est ce que je dois montrer. Et je ne peux pas montrer des éléments ou je ne peux pas enlever des éléments que j'ai vus. Donc, je suis déjà rendu à la période de questions. Ça fait un peu plus d'une demi-heure que je discute avec vous. Fait que peut-être je ne vais pas vous voir, mais si vous voulez poser vos questions juste un à la fois, si vous voyez que vous êtes deux, là, justement, je vais essayer, je ne vous vois pas, fait que ça va me faire plaisir juste démuter, puis après ça, vous remettre sur mute votre son. Fait que je vous écoute. Oui, bonjour Stéphane, c'est Eric Garcia. Oui. Moi, je voudrais que tu réexpliques l'histoire de corridor riverain, là, son inondable. C'est très important, je pense. Ouais. Vous voyez bien ma diapositive? Oui, Je vais juste le mettre plus gros, que ça soit clair. Vous voyez l'espace qui est en bleu, la ligne bleue qui est au centre? oui. OK. Puis tout ce qui est à gauche de votre écran, vous voyez, c'est comme rouge et c'est pointillé en bleu, justement, là. OK, ça, c'est le corridor riverain. Ça, c'est le corridor riverain. Fait qu'il part de la rive. La ville détermine une certaine distance par rapport à la rive de l'eau, que ce soit la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles. Et il y a une certaine distance, je ne me souviens pas c'est quoi exactement la distance, là. Et ce corridor riverain, ce que ça va impliquer, c'est que si ma propriété est impliquée dans ce corridor-là, il est certain que si un jour je veux faire des modifications, je suis toujours comment on va dire, je suis toujours soumis au PIIA de la municipalité. Toujours un plan d'intégration architecturale que la ville va me demander. Donc, il y a je ne dis pas qu'il y a des contraintes, mais ils vont toujours avoir besoin d'un PIIA qui existe à la ville de Laval, là. Ils vont toujours vous demander ça si vous voulez soit construire une nouvelle propriété ou agrandir la propriété. On est contraint là, à présenter un PIIA pour pouvoir faire votre demande de permis. OK. Puis ça, c'est une zone 0-20 ans, 20 en 100 ans. Non, il n'y a aucune zone d'inondation. On parle pas d'eau, il n'y a pas Oh, d'eau. C'est pas une question OK. d'inondable, c'est Ouais. juste une question de protection. C'est comme une zone Parfait. tampon de protection de la rive. Ils veulent certaines normes à certains endroits. Fait qu'ils ils veulent s'assurer que ça va protéger autant les rives que l'architecture va être en conséquence du secteur. Fait que c'est un peu surtout pour les nouvelles constructions ou les agrandissements. OK. Donc, Mais ça n'a pas rapport avec les zones inondables, c'est deux choses séparées. j'imagine que ça doit peut-être pas affecter au niveau du prêt hypothécaire. En tout cas, ça serait à voir avec la banque. Non, ben moi, je n'ai pas vu ces informations-là. C'était surtout pour soit une nouvelle construction, comme je disais, ou un agrandissement. Et là, ils vont demander certaines spécifications là, concernant la réglementation municipale. OK. Merci beaucoup, Stéphane. C'est pas des plaisir. Stéphane, Stéphane, excuse-moi. Madame Mentard. Oui, on revient à un certificat de localisation jardin. Quand vous avez dit s'il y a un spa, est-ce Oui. que le même règlement applique s'il y a des jeux fixés avec des swing sets pour les enfants que les gens vont partir avec, puis quand vous allez venir faire le certificat, ils sont là. Est-ce que ça va effectuer comme le spa ou non, pas vraiment? C'est quoi les jeux? Comme les grands jeux fixes avec des swings, les gens, balançoires? les balançoires, mais plus en bois, ils sont un peu fixés à terre. Ouais. Il n'y a Mais pas vraiment de réglementation pour ça, comme vous voyez, mais même j'ai vérifié dans le règlement, je ne vois pas de règlement pour ces éléments-là. Mais il est certain qu'on va le montrer sur le document, oui, comme quoi qu'il y a des accessoires de jeu OK, qui sont là, OK. qui sont Mais présents. ça n'affecte pas comme le sport.
Non, c'est deux choses, c'est différent. Le spa, il y a vraiment une réglementation. Et les accessoires de jeu là, pour enfants, exemple, les glissades, les balançoires, il n'y a pas de réglementation pour l'instant pour ça. En OK, autant qu'on n'empiète pas chez le voisin, c'est toujours ça. OK, merci. Oui. Oui, moi j'aurais deux questions. Dominique Mandel, bonjour. Donc, Bonjour. le spa, si la maison est vendue avec un spa puis que le vendeur enlève le spa, il faut refaire le certificat de localisation, c'est ça? C'est un peu malheureusement oui, à moins qu'il y ait une entente avec l'acheteur qui dit je vais prendre le certificat de cette façon-là en sachant que le spa va partir. Donc, pour la transaction immobilière, on voit que tout est conforme, ou en tout cas, on voit tous les éléments sur le terrain en sachant très bien que le spa, logiquement, va être parti. Si souvent on va attendre on va attendre d'enlever le spa après la transaction, c'est un peu normal. Je pense que c'est dans la logistique de la chose, là. Les gens déménagent puis ils emmènent le spa en même temps. Fait qu'effectivement, souvent, le certificat de localisation, il est fait antérieurement à ça. Fait que oui, il y a une discussion qui se fait. Je vous dis que des fois, c'est un peu plate pas pour l'acheteur, là, mais c'est un peu plate pour le vendeur. Parce que là, il se retrouve, est-ce que je fais 2 certificats de localisation? Mais je pense qu'à un moment donné, ça devient une entente avec le vendeur, puis OK. l'acheteur. C'est un peu délicat, je vous dirais, mais effectivement, ça m'arrive de repasser sur le terrain par après. OK, puis j'ai une autre question. Quand les acheteurs, bon, exemple, le certificat de localisation a 3 ans, donc théoriquement, puis là, on demande au vendeur s'il a fait des modifications, puis on regarde, mais nous, on n'est pas arpenteur, on ne voit pas toutes les. Tu sais, il y a on ne peut pas garantir comme courtier que c'est conforme ou non. OK. Mais ce que je vous dis, c'est que vous êtes courtier. Votre devoir de conseil, puis là, je parle seulement pour ceux pour la ville de Laval, là, pour ceux qui travaillent ou ils vendent une propriété à la ville de Laval. Votre devoir de conseil, c'est de leur dire, depuis le 11 novembre 2022, il y a une nouvelle réglementation. Mais je ne parle pas de Laval, je parle en général, je veux dire, Oui. d'un point de vue. C'est certain qu'en général, à part de Laval, là, je fais une autre parenthèse, là, tout ce qui est autre que Laval, en général, le notaire ou le créancier hypothécaire, il va dire tout ce qui est dans l'intérieur de 10 ans, on va présumer que s'il n'y a pas eu de changement extérieur là, majeur, on va présumer que tout est tel que on voit sur le certificat de localisation. Fait que même si le certificat de localisation date de 5, 6, 7 ans, puis visuellement, vous, comme le propriétaire, comme l'acheteur, vous voyez que sur le certificat de localisation, tous les éléments sont présents. La piscine, la remise, tout est là. Et donc, vous dites, le plan montre tous les éléments qui sont là. Je vous dirais qu'en général, à l'intérieur de 10 ans, le créancier et le notaire vont prendre le certificat de localisation comme étant le document pour la transaction immobilière. Parce qu'ils savent que vous, comme l'acheteur, comme le vendeur, vous êtes capable de voir sur le plan, il n'y a pas d'élément physique qui a été modifié, enlevé ou remis. OK, parfait. Merci. C'est le 10 ans, là, pour bien expliquer le pourquoi du 10 ans, c'est toujours une question de prescription acquisitive. Donc, si moi, ma clôture est chez nous, est chez moi de 2 pieds, chez moi, puis je le vois déjà sur le certificat de localisation. Puis sur le certificat de localisation, exemple, le certificat, il y a 15 ans, la clôture n'a jamais changé. Ce que ça dit au notaire, ça dit que la clôture qui est là, si elle est là depuis plus de 10 ans, il faut qu'il avertisse son client acheteur qu'il y a un potentiel que le voisin puisse prescrire le terrain. Ça veut dire acquérir le terrain, le 2 pieds là, que le propriétaire a mis sa clôture chez lui, 2 pieds. Mais ce 2 pieds-là qui perd, entre guillemets, il pourrait le perdre là, par un jugement de prescription. C'est une question de protection, le 10 ans, à savoir le certificat, les éléments physiques, donc les occupations, la clôture, les haies, est-ce qu'ils sont là depuis plus de 10 ans? C'est pour ça que les notaires et les créanciers hypothécaires vont demander un certificat si le certificat est plus vieux que 10 ans. Monsieur Roy? Oui. Oui, au début, j'ai perdu certaines informations. Vous avez mentionné qu'à partir du 12 novembre 2022, ça a changé le règlement à Laval. Donc, le certificat de localisation, normalement, c'est de 10 ans. Est-ce que ça va continuer avec ces mêmes normes qu'à partir de 2022, ça va être valide
pendant 10 ans, au moins de changements, bien sûr. Oui, mais le 10 ans va parler beaucoup des occupations, comme je parlais tantôt. C'est un des éléments, mais l'autre l'élément, c'est la réglementation. Fait que si la réglementation a été modifiée le 11 novembre 2022, fait que votre certificat, même s'il y a 1 an et demi, il est déjà désuet, malheureusement. Ça veut dire on peut obliger le vendeur à faire une parce que là, il est plus valide. Bien, l'obliger, c'est parce que votre devoir de conseil, c'est de lui expliquer que tous les règlements ont changé depuis le 11 novembre 2022. Fait qu'à 99,9%, on va vous demander un certificat de localisation. Tu sais, c'est pas vous qui l'exigez, c'est pas moi comme arpenteur pour protéger le vendeur puis l'acheteur lors de la transaction. Le notaire, le créancier va demander un nouveau certificat de localisation. Ça veut Fait que dire, nous, on doit aviser comme quoi ils vont demander qu'il y aura un autre, même si c'est 1 an. Sinon, ils oui, ne vont pas procéder. Ou est-ce qu'ils vont acheter assurance titre ou ils vont, non, absolument, ils ont besoin de faire une autre. tu sais, une assurance titre, là, ça ne vous dit pas si tout est conforme ou pas conforme. Hein. C'est ça. Ça veut juste vous dire que s'il y a un problème plus tard, puis vous êtes un professionnel comme moi, vous ne voulez pas vous retrouver avec un problème plus tard, puis qu'on vous appelle dans 5 ans, puis vous dire Oui. vous ne m'avez pas vendu la bonne chose, vous ne m'avez pas dit que vous auriez dû me dire que. Fait que vous savez, donc on Oui. est professionnel, c'est correct. C'est pas une question qu'on veut se protéger, mais notre devoir de conseil, c'est de lui dire que depuis le 11 novembre, c'est plus la même réglementation. Donc, le certificat, malheureusement, ne reflète pas l'état actuel de la propriété. Ça, c'est votre Oui. devoir de conseil. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est à lui à prendre la décision, mais au moins, vous vous protégez, vous l'écrivez, vous avez donné l'information à vos clients, à votre client. Fait que comme ça, c'est important. Parce que oui, aujourd'hui, c'est beau vendre une propriété, mais dans 3, 4, 5 ans, vous le savez, quand le téléphone sonne, puis là, c'est quelque chose qu'on a fait de pas correct, on se demande toujours, bon, qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'on n'a pas dit de pas correct. Fait qu'on veut toujours dire les bonnes choses. Fait que je pense qu'on est tous comme ça, autant vous, le notaire, moi, on veut tous donner les bonnes informations. Et la bonne information à donner, c'est que depuis le 11 novembre, malheureusement, le certificat, il est désuet parce qu'il ne reflète pas l'état actuel de la propriété. L'assurance titre, il couvre quand même certains pourcentages de non conformes, non? Comme cabanon, J'ai aucune idée, j'ai jamais travaillé. Moi, je peux pas vous dire qu'est-ce que ça comporte. Un notaire pourrait vous expliquer ce que ça fait ou ce que ça ne fait pas, mais pour avoir fait, je vous le dirais personnellement, j'ai fait le même cours de formation avec Remax et j'avais le notaire Stéphanie Géma qui était avec moi. Et je vous dirais qu'elle, comme elle disait, l'assurance titre est là pour vraiment protéger une situation, mais il faut connaître la situation. Oui. Pour connaître la situation, mais c'est le certificat de localisation qui va donner l'information. OK. Merci. C'est bon? Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Roy, Oui, Monsieur Desmarais. selon ce que vous avez comme information, avez-vous l'impression que Laval est parti de mode là, puis que ça va se répandre? Une mode dans quel sens? Toutes les villes vont se mettre à modifier pour des questions de sécurité, les Je marges pense, de tu sais, dans toutes les municipalités, il y a des modifications qui se font d'année en année pour raffiner, on va dire, la réglementation. Malheureusement, je dis malheureusement ou heureusement, c'est correct, là. Quand il y a eu la fusion des municipalités à Laval, donc ils ont créé le premier règlement en 1970. Ça fait 52 ans. C'est quand même pas si pire. Ça a duré 52 ans pour vraiment mettre un règlement, on va dire, à l'ordre du jour. Vraiment, on ne se le cache pas. Le premier règlement, le 2000, bon, c'était très sommaire, il y avait beaucoup d'ambiguïté dans le règlement. Donc, puis là, on voit, nous, nos règlements à nous qu'on touche, mais il y a beaucoup de règlements concernant la construction également. Donc, aujourd'hui, 52 ans plus tard, sont venus mettre vraiment un beau règlement pour bien mettre en valeur tous les éléments et bien expliquer qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qui est conforme, qu'est-ce qui est non conforme. Fait que je vous dirais, je ne pense pas qu'ils vont changer ça demain matin. On verra peut-être pas ça de notre vivant s'il y a quelque chose qui va bouger. Fait que les autres municipalités, peut-être ceux qui s'appellent des vieux règlements, peut-être un jour, mais on travaille à Montréal, on travaille sur la Rive-Nord, on les voit, là. Il y a toujours des modifications qui se font, oui, mais pas des modifications. Ça, c'est pas une modification, la Ville de Laval a faite
a pris l'ancien règlement, ils l'ont mis dans les poubelles, puis ils en ont fait un nouveau vraiment à 100%. Ce que moi, personnellement, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine, c'est la première fois que je vois ça. Là. Bon, mais tant C'est mieux. peut-être la dernière fois. Oui, c'est ça. Oui. Donc, as-tu d'autres questions ou à main levée ou sur chat? Ça devrait être bon. Donc, je ne vois pas d'autres questions. La présentation que je vous ai faite, c'est quand même l'information que je vais laisser à Cindy. De toute façon, elle est présentement en train de l'enregistrer. Donc, si vous voulez la revoir et me revoir, ça va me faire plaisir. Vous pouvez la consulter. Et si vous avez des questions, vous avez mon numéro de téléphone, ça va me faire plaisir. Vous nous appelez. Comme je vous dis, on est plusieurs arpenteurs géomètres. Si vous appelez ici pour un secteur en particulier, on va vous transférer à un arpenteur qui va vous parler peut-être de votre cas, que ce soit sur la Rive-Nord, que ce soit à Montréal, dans l'Est ou dans l'Ouest de Montréal ou à Laval. Fait que j'ai un confrère qui travaille avec moi à Laval, fait qu'on connaît la réglementation pas mal par cœur. Fait que ça, on va pouvoir vous aider. Fait que même si vous avez un nouveau certificat que c'est pas de notre firme, que vous avez une question, ça va nous faire plaisir. On facture pas les questions, fait que ça, c'est bon. Fait que ça, on est là pour ça. Tantôt, on parlait du prix, puis bon, c'est un prix relatif là, par rapport au marché. Bon, il y a différents prix sur le marché. On n'est pas là pour s'astiner avec les confrères. Mais pour les délais, on parle plus ou moins. Puis ça, c'est moi, puis c'est chez les confrères. Là, je vois à peu près passer les délais. On parle à peu près de 3 semaines, 1 mois dans les délais, dépendant des firmes, mais en moyenne, c'est environ 3 semaines, 1 mois. Donc, on n'est plus dans des 2, 3 mois pour avoir un certificat de localisation. On est vraiment dans les 3 semaines. Si vous en avez besoin la semaine prochaine, je vous dirais qu'il n'y a aucun problème. Ça va nous faire plaisir. Donc, ce n'est pas une question de délai. Des fois, dans la priorité que vous avez, c'est peut-être plus important de l'avoir pour le mois de décembre avant l'année fiscale. Puis, des fois, on a besoin de ça absolument. Bien, ça, on peut le faire. Puis, à partir de ce moment-là, si vous n'en avez pas, s'il n'y a pas d'urgence, ben, je vous dirais en général, c'est 3 semaines, 1 mois pour faire le certificat de localisation dans une logistique. Merci Stéphane, bonne journée. Stéphane Jenkins. Merci à tous. Puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. Stéphane Jenkins. Oui, allez-y. Bonne journée. Oui, ma question, c'est que j'aimerais juste savoir la mesure, au cas où que tu veux ajouter une chambre vitrée dans le backyard, donc une prolongation pour la maison. Les mesures à partir de la clôture jusqu'à cette chambre-là, ça devrait être combien? Bien, ça dépend toujours du secteur. Vous avez, dépendant du secteur, vous avez un zonage. Je parle de Laval. Oui, toujours Laval. Donc, c'est ça. Dépendant du secteur, à Laval, vous avez une zone. Dépendant de la zone, vous avez une marge arrière, qu'on appelle une marge arrière à respecter. Donc, si vous voulez, vous pouvez m'écrire ou vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir. Je vais regarder avec vous pour ce cas spécifique. Je peux vous dire la marge à respecter à l'arrière, donc à savoir si l'agrandissement qui a été fait de la maison arrière respecte la réglementation aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup. C'est bon? Oui, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis bonjour. Je vous souhaite une belle journée, puis une bonne fin d'année, puis de joyeuses fêtes. Si on ne se parle pas, ça s'en vient déjà bientôt. On se revoit prochainement. Puis si vous avez des questions, comme je vous dis, n'hésitez pas. Merci Stéphane. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci. Bye bye.